Présent. Jean-Paul Chevilla. Présent. Jessica Drouet. Arnaud Padelou. Présent. Fatima Elouari. Sébastien Martin. Présent. Marie-Noël Archambault. Blanche Gall, pour le moment absente, je n'ai pas encore de nouvelles. Jocelyn Marc. Présent. Jacques Varlet. Isabelle Anquetin. Serenella Pacucci. Isabelle Bento. Vincent Planche. Adam Bakraklik. Frédéric Bricqueville aura quelques minutes de retard, il m'a prévenu. Guillaume Chabrier. Emmanuel Avril. Zora Imad. Joseph Da. Dina Varejao a donné pouvoir à Madame Pacucci. Jade Mouton-Godet. Thomas Berstadt. Nornold. Lassana Dichan. Nelly Go. Et Pierre-Yves Pinchot a donné pouvoir à Madame Go. Nous allons pouvoir commencer ce conseil municipal du 5 juillet. Il nous faut une secrétaire de séance. Madame Bento, acceptez-vous d'être secrétaire de séance? Merci. Vous avez en annexe le compte-rendu des décisions du maire, suivi du procès-verbal de la séance du 17 mai à la demande de Madame Nold. Nous avons apporté quelques modifications dans les points divers que je vous lis. Madame Nold souligne que rue de Mézerolles, aucun habitant n'a reçu le courrier du maire alors que cette rue faisait partie du rayon concerné. Elle explique qu'elle ne s'oppose pas au fait qu'une enquête ait été effectuée, mais elle considère que cette enquête aurait dû être réalisée honnêtement, en interrogeant tous les riverains impactés par les ondes, c'est-à-dire résidant dans un périmètre de 600 mètres et au-delà. Monsieur Fontaine confirme que si l'on tient compte d'une enquête sur un périmètre plus large, on demeure sur un faible taux de retour négatif de 14%. Cela vous convient-il? Non? Vous avez dit que vous n'aviez pas mis cette enquête sur la 5G dans les boîtes des opposants. C'est ce que je vous demandais, qu'il soit mis dans le compte-rendu. Écoutez, on a bien vu votre demande de modification avec le nom opposant. J'ai réécouté avec les services et à aucun moment j'ai dit que je n'avais pas mis dans la boîte aux lettres des opposants. Donc c'est pourquoi je ne l'ai pas indiqué dans le procès-verbal. Voilà. Vous l'avez bel et bien dit. Très bien. Donc je ne signerai pas le procès-verbal. Entendu. Y a-t-il d'autres demandes de modification au niveau du procès-verbal? Bien. Madame Gall est arrivée à 20h35. Bien, je vais mettre au vote l'approbation de ce procès-verbal. Qui est contre? Donc, Madame Nold, Monsieur Adichan, Madame Go. Qui s'abstient? Merci. Bien, je vous fais passer la feuille d'approbation du procès-verbal que, du coup, l'opposition, vous ne validerez pas comme vous venez de le voter. Une fois que c'est arrivé à Madame Go, si vous pourrez le passer à Monsieur Da, s'il vous plaît. Merci. Bien, point 2 de ce conseil municipal, il s'agit de la convention ALSH avec la commune d'Épône. Je vais laisser Madame Elouari rapporter ce point. Bonsoir à tous. Alors, pour rappel, la municipalité a mis en place... Pardon? Non, excusez-moi. L'allumé. Je le rapproche peut-être. Excusez-moi, je recommence. Alors, pour rappel, la municipalité a mis en place dans l'urgence à l'été 2020 une convention avec la ville d'Épône afin de permettre aux familles sans solution de garde durant la période de fermeture de l'accueil de loisirs à Mézières-sur-Seine en août de pouvoir inscrire leurs enfants au sein de la structure d'Épône. En effet, la municipalité nouvellement élue s'est engagée à apporter aux Méziérois une solution de garde pour leurs enfants à toute période de l'année. C'est dans cette optique qu'il est proposé de renouveler la convention ainsi prise avec la commune d'Épône. Cette nouvelle convention est définie sans limitation de durée afin de pouvoir être utilisée autant que de besoin. Pour autant, la municipalité entend étudier avec les services en France l'ouverture de services sur toute la période estivale dès 2022. Ce projet de convention joint en annexe est similaire à la convention présentée en Conseil en juillet 2020. Il reprend les principes d'un tarif identique pour les familles épônoises et méziéroises.
avec une participation de la commune aux frais d'encadrement supplémentaires générés par cette fréquentation. À titre d'information, il a été facturé un montant de 2 137,20 € à la commune au titre de l'été 2020. Considérant qu'il convient de pérenniser ce principe d'accueil des enfants de Mézières-sur-Seine au sein de la structure enfance de la commune d'Épône lors de la fermeture estivale d'août, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver la convention pérenne avec Épône pour l'accueil de loisirs durant les vacances d'été et ainsi d'autoriser Monsieur le maire à le signer. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Monsieur le maire, Madame Ouari, je voulais vous demander, on avait fait une commission et si je me souviens bien, c'était une année sur deux. Une année à Épône, une année à Mézières. Comment ça se fait que les 2 années, on les fait sur Épône? C'est l'année dernière qu'on avait dit qu'on ferait une année sur 2. Oui. Et pourquoi cette année, alors, on retourne à Épône encore? Ça a été compliqué de mettre en place là pour cette année, on s'y est mal pris. C'était trop tard pour le mettre en place. Donc, on a discuté avec la ville d'Épône, ils nous ont dit que ça serait même pour eux compliqué puisqu'ils ont beaucoup plus d'enfants que nous, en tout cas confère à l'année dernière. Et donc faire venir tous les Épônois à Mézières, c'était pour eux une mauvaise idée. Donc on a dit ok, cette année on refait la convention avec Épône et à partir de l'année prochaine, et c'est l'objet de la délibération, vous avez vu noir sur blanc, à partir de l'année prochaine, on ouvre les services. On fera à Mézières. On aura les moyens de l'ouvrir alors pour l'année prochaine. On se donnera les moyens de l'ouvrir. Ok, merci. D'autres questions? Bien, merci. Je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vote à l'unanimité. Point numéro 3, règlement intérieur enfance-jeunesse. Madame Méloiry, je vous demande de rapporter également ce point, s'il vous plaît. Alors, le règlement intérieur des structures enfance-jeunesse définit les prestations proposées aux familles, les modalités d'inscription ainsi que les tarifs qui sont appliqués. La municipalité souhaite en améliorer la lisibilité en précisant certains contenus, comme le détail du calcul du quotient familial. Les tarifs sont également revus pour répondre aux objectifs suivants. Une modulation des tarifs par le quotient familial pour les extramuros pour se mettre en conformité avec les attentes de la caisse d'allocation familiale des Yvelines. Il faut savoir que nous, on a appliqué un seul tarif extramuros, du coup là, on en a mis un deuxième. Une augmentation de 3% des tarifs de restauration scolaire, comme évoqué l'an passé, pour étaler le surcoût du nouveau marché de restauration qui est conclu par le CIRE, plus 13% d'augmentation. Une augmentation du prix de l'étude afin de permettre à terme de mettre en place un service d'études dirigées, au lieu de l'étude surveillée qui est actuellement en place. Considérant qu'il convient de mettre à jour le règlement des services enfance-jeunesse à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver le règlement intérieur enfance-jeunesse en vigueur à compter du jour de la rentrée de septembre 2021. Merci Madame Méloiry. Y a-t-il des questions sur ce point? Je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 4, convention de rétablissement avec la SAPN. Donc c'est moi-même qui rapporte pour le chemin rural numéro 7. Donc pour mémoire, le Conseil a déjà été saisi en septembre 2020 d'une convention de rétablissement relative au chemin rural numéro 3 qui passe désormais sous l'autoroute A13. Le groupe SAPN, délégataire de cette autoroute, sollicite à présent la commune concernant le chemin rural numéro 7 qui permet de traverser cette voie au-dessus de l'A13. C'est celle qui a juste derrière tout faire matériaux. Les termes de cette convention de rétablissement sont sensiblement identiques à celles de septembre dernier. De nouveau, la SAPN porte la responsabilité de la structure et la commune celle de son entretien. Considérant qu'il convient de répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement du chemin rural numéro 7, du fait du passage de l'autoroute A13 sur le territoire communal, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver les termes de la convention de rétablissement du chemin rural numéro 7, annexée à la présente délibération, et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Il s'agit de la pièce numéro 4. Y a-t-il des questions? Bien, je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 5, candidature au label Ville Prudente, et je vais laisser M. Arnaud Padeloup rapporter ce point. Bonsoir à tous. La municipalité souhaite candidater en vue de l'obtention d'un label Ville Prudente. Ce label est décerné par l'association de prévention routière, la prévention routière. Il dispose de 5 niveaux en fonction de l'implication de la collectivité en matière de prévention et de sécurité routière.
Le montant pour la commune est de 70 € pour sa candidature, puis de 450 € annuels durant 3 ans si la commune est éligible à un niveau de label. La municipalité souhaite ainsi s'investir dans ce sujet de sécurité au quotidien et associer la population méziéroise dans une démarche de prudence et de respect des usagers de la voie publique. Considérant que la municipalité souhaite s'engager dans une démarche de labellisation afin de promouvoir la sécurité routière sur la commune, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver une démarche de candidature en vue de l'obtention d'un label Ville prudente, d'autoriser l'adhésion à ce label si la commune s'avère éligible et d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches en la matière, le cas échéant. Il s'agit de la pièce annexe numéro 5, règlement du label Ville prudente. Merci Monsieur Padelou. Y a-t-il des questions sur ce point? Bien, je vous remercie. Je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 6. Il s'agit de l'incorporation des biens vacants sans maître dans le domaine communal et je vais laisser Madame Drouet Jessica rapporter ce point. Oui, bonsoir à tous. Donc, les biens vacants sans maître, par arrêté du 30 juin 2020, le préfet des Yvelines a initié une procédure pour les biens vacants sans maître pour des terrains qui sont situés sur notre commune, sur saisine de la direction départementale des finances publiques. Cette procédure consiste pour l'État à récupérer dans son patrimoine tous les biens qui sont dits sans maître, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a pas de propriétaire connu, il n'y a plus de taxe foncière depuis plus de 3 ans. Donc la liste ainsi dressée concernant la commune de Mézières porte en fait sur 149 parcelles qui sont réparties sur le territoire et qui sont non bâties. Aucun propriétaire de ces dites parcelles ne s'est manifesté pour en réclamer la propriété depuis l'accomplissement des mesures de publicité qui a été réalisé dans le cadre de cette procédure. Aussi, la commune dispose désormais d'un délai de 6 mois pour incorporer ces biens dans son patrimoine. Et à défaut, ces propriétés seront incorporées d'office dans le domaine de l'État. Aussi, compte tenu du fait qu'aucune des parcelles ainsi listées ne semble représenter une charge excessive pour la commune, soit en raison de pollution, soit de diverses servitudes, il convient de les incorporer en lieu et place de l'État pour accroître notre patrimoine et ainsi assurer une meilleure maîtrise du territoire communal. Donc, vu l'avis de la commission alors je n'ai plus la date de la commission, du 25 juin 2021, considérant l'intérêt pour la commune d'incorporer ces 149 biens dans son patrimoine afin d'améliorer la maîtrise de son territoire, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver l'incorporation de ces 149 biens suivants dans le domaine communal au titre des biens vacants sans maître. Donc vous avez la liste des 149 biens vacants qui étaient dans la note de synthèse. Merci Madame Drouet. Y a-t-il des questions sur ce point? Oui, Madame Nolde. Je voudrais déjà savoir quelle surface représente ces 149 parcelles. Est-ce que vous le savez? Ou alors là, ça va de la toute petite à 5000 m². En global, vous devez bien savoir la surface que la commune va récupérer. Alors, personnellement, non. C'est très variable, ça va d'une parcelle en effet de 200-300 m², on va dire, les plus petites, jusqu'à, on a des parcelles qui font 5-6 000 m². Voilà. Très variables. Est-ce que vous êtes intervenu pour rechercher les éventuels propriétaires? Ah, bien évidemment. Alors ça, c'est pas nous, c'est les services de la préfecture. C'est obligatoire. Et c'est obligatoire. Monsieur le préfet, mais que pour chaque parcelle, le maire de Mézières-sur-Seine le notifiera également au dernier propriétaire connu, à l'habitant ou à l'exploitant. Il contrastera. Normalement, vous deviez faire une intervention et prévenir le dernier propriétaire ou la personne qui louait ces terrains. Tout a été fait. Tout a été fait. C'est étonnant que sur des surfaces de 6 000 m², personne se soit vous savez, manifesté. Quand il y a des propriétaires à date sur le SIG qui sont nés en 1900 ou 1910, voilà, si les héritiers n'ont pas pris l'héritage ou autre, voilà. Après, on a beau écrire, si la personne est décédée, en effet, il n'y a plus de propriétaires. Voilà. Oui, mais ces personnes décédées ont forcément des héritiers. Certainement, mais on n'est pas notaire. Hein. Donc, à date, et c'est la loi, sont des taxes foncières qui ne sont pas perçues depuis plus de 3 ans. Donc, en fait, vous avez fait la recherche juste sur les personnes, sur les familles des personnes décédées, et vous n'avez pas été au-delà. Il n'y a pas eu de recherche, parce que pour 6 000 m², quand même, ça vaut le coup. Je vous arrête, c'est pas notre boulot.
Bah, c'est le boulot de qui alors? Personne là? Des notaires. Quand il y a eu une succession, si ceux qui ont pris la succession n'ont pas souhaité prendre la succession, enfin à un moment, donc soit on les laisse en déshérence et on voit des dépôts sauvages ou des choses ainsi, ou soit on prend nos responsabilités et on fait valoir les biens vacants sans maître, ce que la préfecture nous a proposé, ce qu'on a accepté. Et Voilà. je me permets d'intervenir, ce sont des parcelles non bâties. Oui, mais bon, ça a quand même une valeur, même si c'est non bâti. Surtout 6000 mètres de terrain, quoi. C'est encore, ça serait des parcelles de 200 ou 300 mètres carrés encore. Mais 6000 mètres, c'est quand même pas une paille. Hein. Pour ceux qui les ont achetés et ceux qui ils les ont payés au prix fort à l'époque. Hein. C'était pas anodin quand même. Bon. Ils ont beau les avoir payés au prix fort, hein, Madame Nold. Il n'empêche qu'il n'y a pas d'impôt qui est pris dessus. Donc, à un moment donné, il y a les règles. Et puis, comme vient de me dire notre directrice générale des services, la plupart sont à date sans propriétaire connu. Donc, voilà. D'autres questions? Bien, je vais mettre aux voix. Qui est contre? Madame Nold, Monsieur Adichan, Madame Go. Qui s'abstient? Bien, je vous remercie. Délibération adoptée à la majorité. 7e point, convention relative à la mise à disposition d'un agent du centre de gestion pour une mission d'archivage, d'assistance à l'archivage 2021-2024. Et je vais laisser Monsieur Padeloup rapporter ce point. Merci, Monsieur le maire. Il est rappelé que, conformément au Code du patrimoine, la commune est tenue d'assurer le tri, le classement et la conservation des archives. Le Code général des collectivités territoriales précise que les frais de conservation des archives constituent une dépense obligatoire. Pour mémoire, en 2007 puis 2010, une société privée est intervenue pour trier et classer les archives communales selon un mode de classement qui s'est avéré non conforme au plan de classement national des archives communales. Aussi, la commune a conventionné en 2018 avec le Centre interdépartemental de gestion, le CIG, afin de réaliser une mission complète de la gestion des archives, à savoir campagne d'élimination dans le fonds communal, reprise du fonds classé par DOP-Archives pour 123,85 mètres linéaires, classement de l'arriéré pour 114 mètres linéaires, réalisation d'instruments de recherche pour l'ensemble du fonds, mise en place d'une procédure d'archivage et de consultation. Cette convention s'achève cet été. Le bilan de la mission fait état de 27 semaines d'intervention avec une prise en charge de 158,7 mètres linéaires d'archives traitées, 90,33 mètres linéaires classés et 68,37 mètres linéaires éliminés. Un outil d'indexation a été mis en place et la majeure partie des services concernés ont été sensibilisés au traitement des archives de leurs services. Il reste environ 80 mètres linéaires d'arriérés à traiter, soit environ 37 jours d'intervention, à finaliser la procédure de traitement en interne pour les années à venir et à mettre en place une démarche de valorisation des archives anciennes. Aussi, il est proposé d'adopter une nouvelle convention avec le service archives du CIG pour la période 2021-2024. Pour rappel, le CIG facture ses prestations à hauteur de 38 € par heure de travail. Considérant la nécessité pour la commune d'être accompagnée par un service spécialisé pour la bonne tenue de ses archives communales, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver la convention relative à la mise à disposition d'un agent du centre de gestion pour une mission d'assistance à l'archivage sur la période 2021-2024 et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Tout ça est relatif à la pièce annexe numéro 8, la convention du CIG. Merci Monsieur Padeloup. Y a-t-il des questions sur ce point? Merci. Je vais donc mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Point 8. Précision quant aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Monsieur Padeloup, je vous laisse rapporter. Merci Monsieur le maire. Donc pour poursuivre, je vais vous lire une version synthétisée par Madame Rouland et que je remercie. Bien qu'il en soit fait mention dans le règlement intérieur de la commune, adopté sur avis du comité technique le 18 décembre 2015, du paiement des heures supplémentaires aux agents communaux, la trésorerie a mis en demeure la commune de cesser les paiements de ces heures, faute d'une délibération plus précise portant sur les grades et fonctions des agents concernés. Aussi, il est proposé l'adoption d'une délibération venant préciser les mentions manquantes, tout en conservant la logique appliquée jusqu'alors, à savoir de ne réserver le paiement de ces heures qu'aux seules contraintes extraordinaires sur des jours habituellement non travaillés. Les heures supplémentaires réalisées ainsi sur une journée ordinaire de travail doivent continuer à faire l'objet d'une récupération.
Seule modification notable, alors que les heures réalisées un samedi étaient jusqu'à présent uniquement récupérables, celles-ci pourront désormais être rémunérées. Cela répond à la demande des agents des services régulièrement mobilisés en dehors de leurs horaires habituels de travail, à savoir le service technique et le service festivité, dans le cadre de l'organisation des événements et manifestations qui font la vie de la commune. Compte tenu que vous avez tous l'intégralité de la délibération proposée, je vous en lis une version abrégée. Considérant qu'il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité. Considérant que la notion d'heures supplémentaires correspond aux heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Considérant qu'à défaut de compensation, sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions fixées par le décret numéro 2002-60. Considérant que le bon fonctionnement des services peut nécessiter la réalisation d'heures supplémentaires, considérant que la délibération de 2015 est insuffisamment précise quant aux grades et emplois autorisés à réaliser des heures supplémentaires. Article 1. Bénéficiaires. Tous les fonctionnaires territoriaux, titulaires ou stagiaires appartenant aux catégories C ou B, ainsi qu'aux agents contractuels de même niveau, tous les grades et emplois de la commune sont visés. Article 2. Conditions de réalisation des heures supplémentaires indemnisées. L'indemnisation financière des heures supplémentaires est limitée aux heures effectuées dans les conditions suivantes. Les heures effectuées un dimanche, un jour férié ou de nuit, entre 22h et 7h. Les heures effectuées sur une journée habituellement non travaillée par l'agent. Exemple, le samedi pour le service technique, le mercredi pour les ATSEM, ou encore le lundi pour la bibliothèque. Les heures dédiées à un travail exceptionnel sur une journée de travail habituelle, mais hors temps de travail habituel et sortant des missions attribuées habituellement à l'agent. Exemple, la mise sous pli. Les heures de déplacement et travail effectif réalisés dans le cadre d'une astreinte. Les heures supplémentaires n'entrant pas dans ce cadre devront être récupérées. Par dérogation, toute heure excédentaire pour un agent contractuel ouvre droit à paiement des IHTS, quelle que soit la période de réalisation de ces heures, dans la mesure où la nécessité de service n'a pas permis à l'agent de récupérer ces heures en repos compensateur. Article 3. Plafond du nombre d'heures rémunérées. Le versement de ces indemnités est limité à 25 heures supplémentaires par agent au cours d'un même mois. Article 4, 5, 6. Conditions d'indemnisation, versement et cumul. Ces dispositions sont strictement conformes au texte en vigueur. Monsieur le maire. Je vous remercie. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le règlement du paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Comme M. Padeloup vient de l'expliquer, y a-t-il des questions? Moi, monsieur le maire, je voudrais savoir pourquoi ces heures-là ne seraient pas payées. Quand on voit le salaire d'un fonctionnaire, d'un assimilé fonctionnaire, qui est de 1 300 à 1 400 euros, et qu'on lui demande de venir travailler les week-ends ou alors le soir, ou on lui demande de récupérer, il n'a déjà pas les moyens de partir en vacances, on lui demande de récupérer ses heures. Pouvez-vous préciser la question? Je n'ai pas compris. Vous n'étiez pas en train de m'écouter, monsieur le maire. Si, forcément. Ah bon? Mais je ne comprends pas parce qu'en fait, on a amélioré ce que vous aviez fait. Non, mais moi, mais je comprends pas, monsieur le maire, il faut arrêter avec ça. Non, mais allez-y, Vous revenez précisez. toujours en arrière à nous dire ce qu'on a fait. Non, mais si vous faites mieux, essayez de faire mieux, c'est tout ce que je demande. Précisez parce que je ne comprends pas. Je vous ai dit, les gens là, aujourd'hui, tous les employés, on leur demande de récupérer. Certaines heures sont payées, d'autres récupérées. C'est bien ça Absolument pas. Pourquoi? Si. Alors, je vous explique. Parce que peut-être vous êtes amnésique, mais avant cette délibération... Vous êtes méchant, monsieur le maire. Non, je ne suis pas méchant, mais avant cette délibération... Non, n'essayez pas de m'insulter, monsieur le maire, s'il vous plaît. Ah bon, poli. amnésique, c'est une insulte? Oui, c'est une insulte, ouais. D'accord. Avant cette délibération, pour répondre, hein, les agents de certains services, quand ils travaillaient le samedi, récupéraient. Et quand ils travaillaient le dimanche, ils étaient payés en heures supplémentaires. Avec cette délibération, non seulement on règle le souci du trésorier, puisque rien n'était dans la légalité avant, et il refuse de payer les heures supplémentaires, mais surtout maintenant, quand ils vont travailler le samedi comme le dimanche, ils vont être payés en heures supplémentaires. Donc on améliore ce qui était fait avant. Donc je ne comprends pas votre question. Oui, il y a un moment qui dit où ils seront récupérés et non payés. Toutes celles qui ne sont pas dans les conditions qui sont citées au-dessus. Bah oui, mais c'est ce que je dis. Bah non. Et pourquoi on ne les paye pas toutes? Bah ça veut dire en semaine. Bah oui, mais pourquoi on ne les paye pas toutes?
Parce que... Dans tous les cas, en complément de ça, il faut savoir qu'un fonctionnaire n'a pas le droit, un agent de la fonction territoriale n'a pas le droit de faire plus de 25 heures supplémentaires par semaine. Donc on ne peut pas aller au-delà. Donc, Non, mais s'il les fait, comment ça se passe? on ne peut pas lui payer les... il y a Voilà, pas... c'est ça. Non, mais C'est c'est pas le- nous qui faisons la loi, monsieur Adichan. J'ai pas dit que c'était vous. Pourquoi vous prenez tout sur vous, monsieur le maire? Non, mais parce que votre question... Non, mais je pose la question par rapport à la question qui a été... Non, mais la question, elle est démagogique. Mais non. Vous avez jamais rien fait, on améliore et vous râlez encore. Donc... Ouais, monsieur le maire, vous avez jamais rien fait, vous étiez dans la position, pourquoi vous n'avez pas... Vous qui parlez de... Non, mais c'est pas moi qui gérais les Vous ressources humaines. qui nous avez toujours cassé la tête avec la masse salariale, Non, aujourd'hui mais- vous changez de face. Arrêtez, monsieur le maire. La différence, c'est que quand j'étais dans l'opposition, dès que ça touchait les ressources humaines, je faisais pas des plaidoiries démagogiques comme vous le faites. Je laissais monsieur le maire gérer. Non, plusieurs fois même. Non. D'autres questions? Je vous remercie. Je vais mettre aux voix cette délibération qui, encore une fois, améliore la qualité des agents, puisque maintenant, ils seront payés en heures supplémentaires dès lors où ils travailleront le samedi et le dimanche, et non plus que le dimanche, comme avant. Donc, qui est contre? Monsieur Adichan. Qui s'abstient? Monsieur Varlet. Je vous remercie. Donc, adopté à la majorité. Point numéro 9. Signature d'un contrat d'apprentissage au sein de l'école de la Villeneuve. Je vais laisser Madame Eloiry rapporter ce point. La commune dispose de 2 écoles maternelles avec un total de 7 classes. Or, seules 6 de ces classes disposent d'un personnel dédié à l'accompagnement des enfants et de l'équipe éducative. La nouvelle municipalité entend donc, d'une part, répondre à l'obligation réglementaire consistant à doter chaque classe d'un personnel dédié, et d'autre part, d'assurer par cette décision une prise en charge de qualité pour les enfants scolarisés au sein de ces établissements. Pour mémoire, un poste d'apprenti figure depuis 2018 parmi ces 6 postes et est localisé au sein de l'école du Petit Prince. Après échange avec la directrice de la Villeneuve, cette dernière est favorable au recrutement d'une apprentie pour son école. Ainsi, la commune permet également par sa décision de participation à la formation des plus jeunes au métier d'agent spécialisé en école maternelle. Le contrat d'apprentissage constitue un dispositif de formation alternée. Il a pour but de donner à des personnes jeunes, 16-29 ans, ayant satisfait à l'obligation scolaire ou à des personnes en situation de handicap sans limitation d'âge. Une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel. Un contrat à durée déterminée de droit privé, régi par le Code du travail, est conclu entre l'apprenti et l'employeur. Il associe une formation en collectivité et un enseignement dispensé dans un centre de formation d'apprentis. Les frais de formation liés au diplôme sont pris en charge en tout ou partie par l'employeur. Les apprentis doivent être accompagnés au sein de la collectivité par un maître de stage, justifiant d'une expérience professionnelle conformément à la réglementation. La rémunération des apprentis est un pourcentage du SMIC défini par la réglementation. Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans sans limite d'âge supérieur d'entrer en formation concernant les travailleurs handicapés, d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration, que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre, considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et les qualifications requises par lui. Considérant que l'État déploie un nouveau dispositif de participation financière pour les collectivités employant des apprentis, considérant qu'après avis favorable du comité technique, il revient au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage. Considérant qu'il convient d'autoriser le recours à un contrat d'apprentissage au sein de l'école maternelle de la Villeneuve, il est donc proposé au conseil municipal de conclure, à compter de la rentrée scolaire 2021, un contrat d'apprentissage conformément au tableau suivant. Donc un nombre de postes pour un CAP petite enfance pour 2 ans. De préciser que les crédits nécessaires, salaires, charges patronales ont été inscrits au budget 2021 au chapitre 11, compte 6184 formation, et au chapitre 12, compte 6417 rémunération des apprentis et 6457 cotisations liées à l'apprentissage. On demande d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dispositif, et notamment le contrat d'apprentissage ainsi que la convention conclue avec le centre de formation d'apprentis. Je vous remercie, Madame Eloiry. Y a-t-il des questions sur ce point? Oui, Madame Gau.
Je veux juste savoir si on avait déjà eu des candidatures. Alors, le poste est à pourvoir depuis quelque temps et oui, on a eu des candidatures. Voilà, les services terminent les entretiens. Donc, si cette délibération est adoptée, apprentis, nous aurons vraisemblablement, dès la rentrée septembre, à l'école de la Villeneuve. D'autres questions? Je vais mettre aux voix. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour l'école de la Villeneuve et nos enfants, adopté à l'unanimité. Point numéro 10, modification du tableau des effectifs, création de postes, rapporteur, Monsieur Padeloup. Donc il y a un petit peu de modification dans le tableau des effectifs et il y a quelques mots qui vont être annoncés en avance de phase, mais les annonces viendront davantage demain. Mais voilà, pour ceux qui nous écoutent, ils entendront des choses. Donc afin de s'adapter aux besoins des services, il est proposé au Conseil les créations de postes décrites ci-dessous. Un poste d'adjoint administratif à temps complet, numéro 2021-07, pour le recrutement d'un agent en remplacement d'un agent ayant quitté la collectivité par voie de mutation et qui émargeait sur un grade plus élevé que nécessaire. Donc il y aura une suppression à prévoir. 2 postes d'adjoint administratif à temps complet, numéro 2021-08 et 2021-09, pour le recrutement au sein de la future Maison France Service. Un 3e poste, financé par l'État, sera certainement soumis au Conseil en septembre prochain pour le portage du projet, puis l'encadrement du service. Ces 2 premières créations vont permettre de commencer les procédures de recrutement. Ensuite, 2 postes d'adjoints techniques, numéro 2021-10 et 2021-1, à temps non complet de 8 heures hebdomadaires en période scolaire, soit une rémunération annualisée de 6,30 heures par semaine pour assurer la sécurité devant les écoles aux heures d'entrée et de sortie des classes. Ces postes sont la consolidation des postes créés pour accroissement temporaire d'activité le 15 octobre 2020 pour l'année scolaire 2020-2021. 2 agents pourront ainsi être pérennisés dans cet emploi. Il est rappelé que la suppression des postes qui ne sont plus nécessaires au sein de la commune doivent recueillir un avis préalable au comité technique. Elles seront donc présentées lors d'une mise à jour globale du tableau des effectifs au cours d'une séance à la rentrée prochaine. Considérant qu'il convient de mettre le tableau des effectifs en adéquation avec l'organisation des services de la collectivité, il est proposé aux membres du Conseil de créer 3 postes d'adjoints administratifs à temps complet, numéro 2021-7, 2021-8 et 2021-9, de créer 2 postes d'adjoints techniques à temps non complet annualisés de 8 heures hebdomadaires en période scolaire, soit une rémunération annualisée de 6,30 heures hebdomadaires pour les postes numéro 2021-10 et 2021-11. Et il est rappelé que les conséquences financières de ces créations ont déjà fait l'objet d'une inscription prévisionnelle au sein du budget primitif adopté le 12 avril 2021. Je vous remercie, Monsieur Padeloup. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Nold. Oui, je voudrais vous demander à combien reviendra la gestion de la Maison France Service? Parce que là, ça fait déjà 3 créations de postes. Il y a une indemnité compensatrice par la Poste qui fait 1200, donc ça ne fait pas tout à fait un salaire. Le poste d'encadrant là, que vous parlez, il va être financé partiellement par l'État pour 55 000 euros, je crois, il me semble me rappeler. Mais quelle est l'enveloppe globale de cette Maison France Service? Combien ça va coûter au global à l'année pour que cette Maison France Service puisse fonctionner? Alors. Ah, j'avais éteint mon micro. Pour répondre plus précisément, l'aide de la Poste, c'est 14 000. L'aide de l'État, c'est 30 000. Et ensuite, vous verrez dans le cadre d'une autre délibération, pour un poste, on aura une aide de 50 000. Maintenant, au vu de l'amélioration du service public, et vous avez été à la première à nous solliciter sur la France Service, qu'est-ce qu'il y aura, machin, est-ce que ça va? À un moment donné, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ça coûtera de l'argent. Mais c'est une demande des habitants que d'avoir du service public à Mézières. Donc, ça ne sera pas neutre. Mais ce que je voudrais savoir, c'est quand même l'enveloppe qui est prévue pour faire fonctionner cette Maison France Service. Mais ça va dépendre des gens qu'on recrute, Madame Noll. Vous savez très bien que ça dépendra des prétentions salariales des gens qu'on recrute.
Oui, mais vous n'avez quand même pas décidé une maison France Service sans savoir combien ça allait coûter aux Méziérois, quand même. Alors, Vous avez pas je fait viens de vous donner des montants déjà d'aide. Vous savez très bien combien coûte un salaire, mais après il y a des fourchettes. Vous le savez aussi qu'on est en discussion avec EPON pour qu'elle soit intercommunale, et elle va vraisemblablement l'être, donc ils vont nous aider dans le fonctionnement vu qu'on va le diviser. Donc je ne peux pas répondre à votre question à date, puisque même l'annonce officielle du gouvernement n'a même pas encore été faite. Donc aujourd'hui, on crée, en l'espérant que, et comme l'a dit M. Padelou, demain on en saura davantage. C'est pas pour les gens, on les a pas encore recrutés. Non, mais d'accord, mais on décide de quelque chose qui va quand même être lourd pour la commune. Et donc là, ça va être des recrutements, là vous en faites 3. Et il y aura 3 recrutements juste pour la maison France Service. Ah. Et combien au global il y aura d'employés pour faire fonctionner ce service? Alors je vous reprends, on ne recrute pas, on ouvre des postes. C'est pas la même chose. Bah, si vous ouvrez des postes, c'est bien pour du recrutement quand même. On n'est quand même pas gogol là. Faut être sérieux là. Bien évidemment, j'ai cette envie de recruter si nous sommes labellisés France Service, et j'espère que nous serons labellisés France Service. Donc à aujourd'hui, comme on n'a pas de conseil municipal avant septembre, on passe ces ouvertures de postes. Et comme je vous l'ai dit, si on vient à recruter, c'est qu'on est labellisé France Service, et si on est labellisé France Service, je vous ai donné toutes les subventions que nous allons avoir. Alors après, il faut soustraire suivant ce qu'on recrute. Si on recrute quelqu'un pour encadrer qui est catégorie A, c'est pas le même prix que si on recrute catégorie B. Oui, mais c'est bien pour ça Et que ainsi de suite. C'est pour ça que je vous demande le coût. Mais approximatif. À date, comme je n'ai pas lancé de recrutement, je ne peux pas vous répondre. Voilà. Et puis, suivant la convention que j'aurai avec EPON, je ne peux pas non plus vous répondre. C'est trop tôt. Mais vous pourrez reposer la question certainement au conseil municipal de septembre, et j'espère que je pourrai vous répondre. Quand tout sera lancé, ça sera terminé, ça sera entériné. Donc, il n'y aura plus moyen de se mettre en retrait si ça ne fonctionne pas. Bah, vous pouvez vous mettre en retrait à date parce que vous êtes contre l'ouverture d'une maison France Service. J'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je suis pas contre. Bah alors. Ce que je vous demande, c'est combien ça va coûter aux Méziérois. C'est quand même pas une question insurmontable. Bah, ça va coûter à date, là, d'après ce qu'on voit, ça va coûter 3 salaires moins les subventions que je vous ai données. 14 000 la Poste, 30 000 l'État, et peut-être 50 000 si on est labellisé conseiller numérique France Service. Voilà. Donc c'est à vous, faites les calculs, enfin chacun peut les faire, hein, et on ne va pas les faire là sur un bout de papier, et puis encore une fois, ça va dépendre des gens qu'on recrute. Y a-t-il d'autres questions? Bien, je vous remercie. Je vais mettre aux voix. Qui est contre? Madame Nold, Madame Go, Monsieur Adichan. Qui? Non, mais nous prenons note que vous êtes... Nous prenons note. Qui s'abstient? Vote à la majorité. Je vous remercie. Point 11, convention de mise à disposition de personnel pour le portage des repas pour le compte du CIRE pour l'été 2021. Donc c'est moi qui vais le rapporter. Donc le CIRE, pour rappel, est le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Épône. Il sollicite les communes d'Épône et de Mézières-sur-Seine pour assurer le service de portage des repas durant les congés d'été de l'agent en charge de ce service au sein du syndicat. En effet, ce remplacement n'est pas réalisable en interne. Cette mission représente 17h30 de travail hebdomadaire. Elle ne sera pas compensée financièrement compte tenu du fait que les 2 principales communes du syndicat sont sollicitées de manière équitable. Considérant que le CIRE n'est pas en capacité d'assurer le remplacement de son agent en charge du portage de repas à domicile durant les congés d'été, considérant que la demande de mise à disposition est répartie de manière équitable entre les 2 principales communes composées du CIRE, considérant que cette mise à disposition ne représente pas de charge particulière lourde pour la commune de Mézières-sur-Seine, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition d'un personnel communal pour une durée d'1 semaine durant les congés d'été 2021 pour la réalisation d'une mission de portage de repas à domicile à raison de 17h30 hebdomadaires, d'autoriser la dérogation à l'obligation de remboursement par le CIRE et d'autoriser M. le maire à signer la convention. Pour rappel, c'est la pièce numéro 11 annexée à cet ordre du jour, à cette note de synthèse. Y a-t-il des questions? Monsieur le maire, le CIRE, c'est 3 communes. Oui. Et comment participe la Falaise? La Falaise ne fait pas de portage à domicile. Donc il n'est pas... Portage à domicile, alors? Non, c'est que Épône et Mézières. Et donc du coup, il y a 3 semaines de remplacement de l'agent. Il y a une semaine, c'est le CIRE qui le gère. Voilà. Il y a une autre semaine, donc 17h30, c'est Épône. Et il y a 17h30, c'est nous. Voilà. Parce qu'il n'y a que Épône et Mézières qui faisons le portage de repas à domicile pour les anciens.
Et je voulais savoir pourquoi avant ils n'avaient pas sollicité Mézières. Alors j'ai posé la question au CIRI, on m'a dit parce qu'avant ils étaient 2 à pouvoir jumeler, il n'y a plus qu'un agent qui fait le partage de repas à domicile. Voilà. Ça fait longtemps qu'il est tout seul quand même. C'est pas forcément une réponse, mais bon, j'étais pas là avant, donc c'était juste pour savoir pourquoi. je crois ce qu'on me dit, notamment quand les services me disent les choses. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Bien, je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, adopté à l'unanimité. Point numéro 12, protocole de résiliation du bail avec La Poste. Monsieur Padeloup. La Poste exerce son activité sur la commune depuis 1997 grâce à un bail conclu avec un propriétaire privé, puis la ville, et prolongé à 2 reprises depuis. Comme expliqué au cours de la séance précédente du conseil municipal, la Poste a manifesté son intention de rompre son bail, la commune ayant initié alors le projet de la maison France Service. Aussi, il convient d'acter les conditions de la fin de ce bail au travers d'un protocole de résiliation qui prend acte de la fin de la mise à disposition des locaux au 31 août 2021. Considérant qu'il convient de déterminer par voie de protocole de résiliation les conditions de fin de ce bail, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver le protocole de résiliation de bail avec La Poste pour les locaux 6 au 120 rue Nationale à Mézières-sur-Seine et d'autoriser Monsieur le maire à le signer. En pièce numéro 12, vous avez le protocole de résiliation de bail qui vous a été transmis. Y a-t-il des questions sur cette résiliation? À savoir que, au début de mandat, vous m'avez donné l'autorisation de signer des baux, mais je n'ai pas d'autorisation à résilier des baux. Donc on est obligé de les passer en conseil. Pas de questions, je vous remercie. Je vais passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Nold, Monsieur Adichan et Madame Gau, avec Monsieur Pinchot. D'ailleurs, sur tous les points juste avant, il y avait Monsieur Pinchot avec vous? D'accord. D'accord. Ok. Ensuite, donc adopté à la majorité, je vous remercie. Point numéro 13, mise à disposition du terrain de football synthétique au profit de la société Sport-Études Académie de Paris, année scolaire 2021-2022, rapporté par Monsieur Martin. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Donc le SAS Sport-Études Académie de Paris, SEDP, école du groupe Savoir Enseigner Autrement, SEA, s'implante à la rentrée de septembre prochain sur la commune de Septeuil. Ces équipements sportifs étant actuellement insuffisants, cet internat sollicite une mise à disposition du terrain de foot synthétique du stade de la Conche pour ses entraînements quotidiens. L'école de Septeuil forme les sportifs destinés à jouer à haut niveau dans le domaine du football. Ces entraîneurs participent à la formation de joueurs en club, tels que le Paris Saint-Germain ou l'équipe nationale féminine. Le lien avec cette école permettra ainsi à la commune de Mézières-sur-Seine de pouvoir disposer de joueurs aguerris qui pourront intégrer les équipes locales. Ce partenariat est aussi l'occasion pour Mézières-sur-Seine de participer au développement du football sur le territoire, initié par la ville de Poissy, et de faire connaître notre commune. Cette mise à disposition porte sur des horaires et des jours actuellement inoccupés en période scolaire. Les terrains pourront éventuellement être également mis à disposition pour des stages durant les vacances scolaires sous réserve de la disponibilité des terrains. Ainsi, les terrains pourront être occupés entre 256 heures et 384 heures pour l'année scolaire 2021-2022, soit une recette prévisionnelle hors fermeture exceptionnelle des terrains estimés entre 4 000 et 6 100 euros. Il est précisé que conformément à la demande des enseignants de l'école de la Villeneuve, le terrain leur reste réservé à hauteur de 2 après-midi minimum par semaine. Aussi, vu l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, vu l'avis de la Commission Affaires générales et sécurité du 23 juin 2021, considérant qu'en s'associant à un partenaire pour l'optimisation de l'occupation de son terrain synthétique, actuellement sous-occupé en période scolaire, la commune assure ainsi le financement de son renouvellement. Considérant que Sport-Études Académie est une école à vocation sportive, poursuivant un objectif d'intérêt public, considérant que la commune souhaite ainsi participer au rayonnement du football sur le territoire et profiter des retombées positives qui pourront en résulter, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter la convention 2021-2022 de mise à disposition du terrain synthétique du stade de la Conche avec la Société d'enseignement Sport-Études Académie de Paris et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Pièce annexe numéro 13 de point convention.
Je vous remercie. Arrivée de Monsieur Breckville pour le compte-rendu à 21h17. Y a-t-il des questions sur ce point? Monsieur le maire, moi je voudrais poser une question, Monsieur Martin. Je voulais savoir s'il y a eu une discussion avec le président du club et tous les membres du club sur cette situation du prêt de terrain. Non, pas encore, puisque on a conversé avec les écoles, puisque c'est elles qui intervenaient, et aucun horaire de cette section n'aura une action sur les horaires d'entraînement du club. Donc le club, on attendait que le vote du conseil municipal soit fait, et ils vont recevoir un mail dans les jours qui suivent, donc à Madame Sylvie Blanquet, la présidente, puis aussi en copie à la section football. Ça veut dire qu'on prend une décision sans avertir les utilisateurs qui sont déjà en place? Quels utilisateurs? La JSLM. Ah bon? La JSLM intervient sur des horaires entre 8h30 et midi et demi, Non, entre mais- 13h et 17h. Et alors, il y a des vestiaires, non? Non. Ils vont servir Est-ce des que- vestiaires ou pas? Et les vestiaires appartiennent à la section foot? Non, mais attendez. Non. Est-ce que les vestiaires appartiennent à la section foot? Mais ils s'en servent, c'est eux qui sont le Donc, plus souvent... nous aurons une conversation avec la JSLM et la section foot lorsque, imaginez que ce dossier ne passe pas. Quelle conversation je peux avoir avec la section foot? C'est les mettre au courant, déjà, qu'il va y avoir peut-être un changement, alors... Non, aucun changement. Non, oui, faites comme d'habitude, de toute façon. Non, Si des aucun cinq- changement. Dites-moi quels sont les changements qui auront lieu pour la section foot. Je sais pas, quand ils reprennent les vestiaires, s'il y a des dégâts, s'il y a des... Comment ils font? Alors, il faut qu'ils soient au courant, qu'ils vont être... qu'ils vont avoir du monde sur le terrain. Vous y étiez la dernière fois, vous aurez pu en parler. Vous avez fait un match de foot avec eux? Alors, si vous parlez de samedi, j'étais présent en tant que père de famille. Non, père de Non, famille, vous êtes j'étais élu. présent. Alors, j'aurais pu intervenir à l'Assemblée Générale, sauf que comme la présidente de l'AGSLM n'était pas présente à l'Assemblée Générale du foot, à aucun moment, et je l'ai précisé, donc si vous aviez été à l'Assemblée Générale, vous auriez su qu'en tant qu'élu, je ne me permets pas de juger de ce qui se passe à la JSLM. Je n'en ai pas le droit. J'ai des conversations avec les sections, j'ai des conversations avec le bureau de la JSLM, mais je ne me permets pas de juger. Je n'ai pas ce rôle-là. On vous a pas demandé de juger, c'est juste d'en parler. Je sais pas, nous on en a parlé ensemble là-haut, donc ils n'étaient pas au courant. Donc, comme les horaires de ces entraînements n'auront strictement rien à voir avec la JSLM et la section foot, il n'y a aucun intérêt à négocier avec eux. Nous avons Mais négocié c'est pas avec une négociation, monsieur Martin, c'est juste leur en parler, les informer, quoi. Donc, on vous a pas demandé de négocier. je viens de vous dire qu'un mail allait partir pour les prévenir. Ouais, d'accord, vous avez raison. Bah oui. Je suis désolé, si je prête le dojo, je ne préviens pas la section boxe. Dès lors où ça ne modifie pas, aujourd'hui la GSLM section foot l'utilise le mercredi, le samedi et le dimanche. Dans la convention, où avez-vous vu qu'on allait prêter ou le louer le mercredi, le samedi ou le dimanche? Jamais. Voilà, c'est tout. Il n'y aura aucune incidence sur les horaires d'entraînement des adhérents du club de foot. Ça, on s'y engage. Il n'y aura aucune modification du prêt de ce terrain au club de foot. J'ai une deuxième question, monsieur le maire. Comment était calculée cette location? Il y a des tarifs. Alors, on a regardé des tarifs. Ça s'appelle un benchmark. Je suis désolé. Mais du coup, c'est loué en règle générale, suivant les terrains, entre 13 à 20 euros de l'heure. Et nous, du coup, dans la convention, c'est 16, je crois. Du coup, on a fait une moyenne et voilà. Mais vous pourrez regarder sur Internet, vous trouverez... Voilà, 16 euros de l'heure. C'est une moyenne nationale. D'autres questions? Bien, je vous remercie. C'est 16 euros par heure de location? Oui. Et ça fait qu'un montant de 6 000 euros? Bah oui. Vous regardez, Entre 4 000 et 6 000. Entre 4 à 6 000. C'est pas beaucoup, je trouve, pour Après, l'utilisation. Parce que là, les Méziérois, ils auront quand même pas beaucoup de temps pour Non mais, profiter. non mais vous allez arrêter avec vos termes démagogiques. Personne n'utilise aujourd'hui ce terrain. Arrêtez de dire les Méziérois. Personne n'utilise entre 9h et midi. Donc arrêtez. Si personne s'en sert, je vois pas pourquoi on a. Je vois pas pourquoi vous parlez, oui, en effet. Merci. Je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient. Madame Go à l'opposition. Les 4. Merci. Adopté à la majorité. Ah non, vous vous êtes abstenu.
Contre, donc à la majorité. Tous contre? Les 4 à la majorité. Ensuite, candidature au dispositif conseiller numérique France Service. Donc c'est moi-même qui vais rapporter. Comme annoncé dans le programme électoral de la majorité municipale, la municipalité entend développer une aide à la dématérialisation pour permettre à chacun d'effectuer les démarches informatiques qui s'imposent de plus en plus comme étant la norme, quel que soit le domaine d'activité, l'administration, le commerce, le loisir, etc. L'Agence nationale de la cohésion des territoires, dans le cadre du plan de relance porté par le gouvernement, propose à ce titre un accompagnement des collectivités pour une prise en charge financière à hauteur de 50 000 € par poste ouvert de conseiller numérique sur 24 mois. Les conseillers numériques sont formés par cette même agence, la NCT, qui met son vivier à disposition des communes éligibles au dispositif. Les conseillers numériques ont vocation à intervenir au sein des maisons France Service, mais également dans les bibliothèques, CCAS, pour répondre aux besoins locaux de populations concernées. Ce conseiller ne fait pas partie intégrante des effectifs de la maison France Service, mais vient en complément à l'équipe déployée sur site. Ce dispositif national correspond ainsi à l'engagement formulé par les municipalités qui ambitionnent d'apporter aux Méziérois, et notamment les plus âgés d'entre eux, un accompagnement pour réaliser toutes leurs démarches dématérialisées du quotidien. Et je pense notamment à toutes ces déclarations d'impôts, et je sais que nombreux sont les Méziérois qui en ont besoin. Le recrutement et le financement d'un conseiller numérique reste soumis à l'approbation de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui étudie les besoins locaux en la matière et veille à une bonne répartition géographique des 4000 conseillers financés sur le territoire national. Aussi, considérant, bien évidemment, vu l'avis de la Commission Affaires Générales et Sécurité du 23 juin 2021, considérant que l'usage du numérique devient la norme pour réaliser toutes les démarches du quotidien, considérant que l'inclusion numérique est une priorité nationale et locale accentuée du fait des mesures liées à la crise sanitaire, considérant les demandes formulées en mairie et auprès des élus d'un accompagnement à l'utilisation du numérique pour notamment les populations les plus âgées de la commune, considérant que la municipalité entend déployer une assistance humaine pour répondre à ce besoin, il est proposé aux membres du Conseil d'autoriser Monsieur le maire à candidater auprès des services de la NCT en vue du recrutement d'un conseiller numérique pour un contrat de 24 mois à compter du 1er janvier 2022 et d'autoriser la création de ce poste non permanent au sein des effectifs communaux. Donc avant que j'ai la question, si bien évidemment, si vous avez compris, si nous ne sommes pas labellisés par la NCT, nous ne recruterons pas. Ça nous autorise juste à candidater et à espérer d'avoir ce financement pour pouvoir recruter cette personne. Y a-t-il des questions? Bien, je vous remercie. Je vais mettre aux voix qui est contre, qui est contre. Donc 2, 3. 3, Monsieur Pinchot, Madame Gau, Madame Nolde. C'est bien ça? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à la majorité. Point 15, rapport de la CLECT. Je vais laisser Monsieur Chevillard rapporter. Bonsoir. Un petit rappel, la CLECT, Commission locale d'évaluation des charges transmissibles, mais comme on l'a déjà développé en commission, je ne veux pas être trop long ce soir. Donc la CLECT est une instance indépendante dont la création est prévue par la loi lors de la constitution d'un EPCI. Composée d'élus désignés par chaque commune, les membres de l'EPCI, membres de l'EPCI, a la vocation de procéder à l'évaluation financière des charges transférées. Hein, on est d'accord? On a passé certaines charges à l'EPCI, donc il faut les rémunérer. Voilà. Afin de proposer aux communes un montant de PCI, d'attribution de compensation, ce qu'on appelle les AC, qui correspondent à la recette fiscale reversée aux communes, une fois que le PCI a pris sur ses recettes le montant nécessaire à l'exercice des compétences transférées. Le PCI, le GPSO entre autres, prélève une partie de la fiscalité et il nous en rend une partie. Une CLECT a donc été composée lors de la création de la communauté urbaine du Grand Paris sénéoise. Elle s'est réunie dès 2016 pour évaluer les charges. Cependant, le travail ainsi entrepris n'avait pas été achevé. Certaines compétences n'ayant pas fait l'objet d'évaluation, et puis d'autres qui ont des évaluations qui auraient dû évoluer, qui n'ont pas évolué. Aussi, une nouvelle CLECT a été composée avec le renouvellement des mandatures de 2020. Ce travail d'évaluation a été conduit jusqu'à la présentation d'un rapport final que nous, on a vu en commission plénière le 15 juin dernier. Donc, petite précision, aujourd'hui, la CU, c'est la seule CU de France à ne pas avoir d'AC
définitive. Donc, le président Cognet nous l'a fait remarquer, et à juste titre. Donc, ce rapport est transmis à chaque commune, membre de la communauté urbaine, qui doit en débattre et se prononcer sur celui-ci, dans un délai de 3 mois suivant sa transmission. Les conditions requises pour que le rapport de la CLEC soit adopté sont la majorité qualifiée des 2/3 des communes représentant 50% de la population, ou inversement, 50% des communes qui représentent les 2/3 de la population. En résumé, ce que l'on touchait de GPSO après les AC, c'était 721 000 €. Maintenant, on touchera 721 000 moins 60 000 €. Parce qu'on a plus de mètres linéaires de route, parce qu'il y a plus de points lumineux, parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été évaluées. Alors ça ne s'est pas fait aussi simplement que ça. On a dû travailler pas mal et regarder ça de plus près pour limiter ce prélèvement de 60 000 €. Considérant que les méthodes d'évaluation des charges retenues, leur contenu et le montant total des attributions de compensation devant revenir à Mézières-sur-Seine sont conformes à l'intérêt de la commune, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver que le rapport de la CLED de la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise du 15 juin et qui, en cas d'adoption par les communes membres, selon les conditions définies par l'article 1609 noni C du Code général des impôts, sera transmis au président de la communauté urbaine pour proposition de fixation des attributions de compensation. Ces nouvelles attributions de compensation ne toucheront pas le budget de 2021. Les nouvelles attributions de compensation toucheront, si il est adopté par la CU, le budget 2022. Monsieur le maire. Je vous remercie, Monsieur Chevilla. Y a-t-il des questions sur ce point? Monsieur Chevilla, je voulais juste vous poser une petite question. Oui. C'est juste pour moi. À la page 21 de ce rapport, il parle d'eau pluviale. Oui. Je voulais savoir si les bassins de rétention sont concernés par ce rapport ou pas. C'est les canalisations. Ça, c'est que les canalisations. Ça, c'est que les canalisations. Donc, il n'y a pas les bassins de rétention. Eh non. Et bien dommage pour nous. Merci. C'est tout ce qui va à la station d'épuration. Là-dessus aussi, on a dû intervenir avec les pônes, parce que, bon, on ne va pas faire le débat ici. Voilà. Mais... Y a-t-il d'autres questions? En tout cas, avant que nous votons, je tiens à remercier non seulement tous les élus communautaires élus au sein des conseils municipaux qui ont travaillé, parce que je sais, n'en faisant pas partie, mais étant vice-président à GPSO, je sais que pendant 3-4 mois, ils ont eu un dur labeur sur le sujet avec des réunions tous les 15 jours. Et je tiens à les féliciter. Je remercie M. Chevilla qui a plaidé l'intérêt de la commune, et je le sais puisque dans les dernières négociations, j'ai pu l'accompagner, donc je le remercie. Je vais mettre cela au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Point numéro 16, convention de partenariat avec Grand Paris Seine-et-Oise, dispositif Léonard, le Grand Paris de la science, rapporté par Fatima Elouari. Merci. Alors, le service culture de la communauté urbaine met à disposition des communes un dispositif nommé Léonard, destiné à faire découvrir notre système solaire et l'espace aux plus jeunes. Un camion ambulant est mis à disposition avec les animateurs du concept. La commune souhaite candidater pour une représentation le 9 juillet prochain. Considérant l'intérêt pour les jeunes de découvrir le monde de l'espace et des étoiles, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter les termes de la convention de partenariat avec Grand Paris Seine-et-Oise dans le cadre du dispositif Léonard, le Grand Paris de la science, pour une prestation le 9 juillet 2021. Donc ce sont des ateliers le matin, et puis sur le parking de la salle des fêtes, et puis ensuite en fin de journée sur le stade de la Conche à la Villeneuve. Bien, je vous remercie Madame Elouari. Y a-t-il des questions sur ce point? Je vous remercie. Nous allons mettre aux voix. Qui est contre ce point? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Question orale. Donc, conformément à l'article 5 du règlement intérieur, je vais vous lire les questions que j'ai reçues dans un délai de 48 heures par email. Donc, il s'agit des questions de Monsieur Da. Vaste question. Alors j'ai essayé d'être le plus concis possible dans mes réponses, c'est pourquoi je vais les lire. Monsieur Da.
Monsieur Dom me pose comme question, pourriez-vous nous dire ici et répondre aux résidents qui nous regardent, et je l'espère et je les salue, sous quel délai l'acte de rétrocession incluant l'ensemble des actions et des décisions prises par la municipalité, dont les de nous sera-t-il délivré à l'ASL du lotissement de la rue du Fossé-Ramé? Donc Monsieur Da et puis cher copropriétaire, la rétrocession porte essentiellement sur de la voirie et des équipements d'assainissement. À ce titre, c'est la communauté urbaine qui est compétente et c'est donc elle qui gère la procédure de rétrocession en lien avec Nexity et l'ASL. Dans le cadre des discussions entre ces différentes entités, la municipalité a pris la décision de récupérer la Sente et les de nous, comme indiqué aux riverains dans le courrier que vous citez. Néanmoins, si nous serons associés à l'acte, encore une fois, ce n'est pas la commune qui administre cette procédure. Afin de répondre à votre question, nous avons sollicité le service foncier de la communauté urbaine, pas plus tard qu'hier et aujourd'hui, puisque vous nous avez envoyé votre question samedi. Il s'avère que leur rétroplanning envisage la signature de l'acte vers la fin de l'automne prochain. Encore une fois, nous sommes dépendants de Grand Paris Seine-et-Oise et des services, mais c'est bien une volonté de notre part que de prendre à notre charge là, nous, puisque nous savons que ce sera extrêmement compliqué pour l'ASL et Nexity que de l'entretenir. Donc nous savons aussi que ça aura un impact pour la commune, puisque c'est nous qui l'entretiendrons demain, et non plus GPSO ou Nexity ou l'ASL. Mais pour le bien des riverains, c'est une décision politique que nous avons prise en bureau municipal. Et enfin, votre deuxième question, sous quel délai, suite à l'étude de la SMSO, vous comptez mettre en place les solutions recommandées, notamment le bassin de rétention, pour qu'on ne subisse plus ces inondations? Donc, monsieur Da, l'étude de la SMSO en est à la phase analyse. Je vous rappelle que cette étude porte sur l'ensemble du bassin versant et ne se limite donc pas au seul quartier du 8 mai, puisque le quartier du 8 mai est en effet inondé lors de fortes pluies, mais on parle de, quand il y a des grosses pluies, de 4 à 5 000 m3 d'eau. Vous imaginez bien que toute l'étude porte sur tout le bassin versant. À ce stade, il est prématuré de parler des solutions. Rien ne dit qu'un bassin de rétention sera retenu dans les différentes options. Ce qui est sûr, c'est que nous devrons proposer des aménagements sur le bien de particuliers. Nous avons déjà pris contact avec certains d'entre eux, et notamment des agriculteurs, et nous nous tiendrons prêts pour intervenir rapidement dès que nous aurons une feuille de route arrêtée. Il est évident qu'il n'est pas raisonnable de croire que quelques travaux puissent être envisagés avant la fin de cette année, dans le meilleur des cas. Et j'ai répondu à vos questions, monsieur Da, même si j'aurais souhaité pouvoir mieux vous répondre et vous dire, bah oui, on entame les travaux dans une semaine, mais vous savez comme moi que je ne suis pas magicien, les services de GPSO non plus et du SMSO non plus. Donc je connais le désarroi et la détresse de vos voisins, des administrés du quartier du Fossé-Ramé. Je sais que les services du SMSO, de GPSO et même nos services font au mieux, font au plus vite. Aujourd'hui, c'est dans les mains d'un bureau d'études spécialisé. On arrive en plus juillet-août sur des vacances. J'espère qu'on aura une feuille de route en septembre-octobre et qu'on va pouvoir, en tout cas, ce dont je me suis engagé quand je suis allé voir tous les riverains, c'est que dès qu'on a la feuille de route, dès qu'on a des solutions, au même titre que j'ai fait un courrier dernièrement, et j'espère qu'il a bien été perçu, où j'ai rappelé des choses, tout ce qu'on a pu faire et tout ce qu'on pourrait faire demain. Et la chose où je me suis engagé, c'est refaire un courrier pour inviter tout le monde ici en salle arc-en-ciel et qu'on regarde ensemble tout ce que, en toute transparence, tout ce que le bureau d'études nous propose, ce que le SMSO va faire, ou le GPSO, ou même nous. Voilà. C'est bon pour vous ? Est-ce qu'on peut lui donner un micro, parce que je pense qu'on ne va pas l'entendre. Parlez bien dans le micro, monsieur Da. Je disais que l'étude aurait pu être faite bien avant le projet, parce que ce projet, je ne sais pas comment ça a été en tout cas fait, mais il y a beaucoup. C'est incroyable de voir qu'un constructeur comme la GPSO, comme Nexity, fait un tel projet et qui est validé en plus par un permis de construire derrière. Aujourd'hui, les familles sont dans une situation mais très, très difficile. Je sais. Que ce soit moralement ou physiquement. En tout cas, il faut bien le prendre en compte, en tout cas. Je le sais et je m'en excuse, mais nous faisons au plus vite. Voilà. En tout cas, ben, on compte sur vous pour que... je sais en tout cas, d'ici la fin de l'année, qu'on puisse avoir au moins le bout de nez, quoi. Je sais qu'ils comptent sur nous et j'essaierai de ne pas les décevoir. Merci.
Bien, je vous remercie. Je vous souhaite bien évidemment de bonnes vacances. Excusez-moi, monsieur le maire, j'avais juste une dernière question. J'ai Allez-y. eu une demande d'un Mézièrois qui m'a demandé où vous en étiez avec l'antenne 5G. Est-ce que vous pouvez nous donner juste quelques mots là-dessus? Mais écoutez, j'ai la réponse, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un règlement intérieur et que je vous répondrai lors du prochain conseil municipal. La prochaine fois, je vous invite à m'envoyer un mail, tout comme pour votre non-participation aux élections. Je vous remercie. Je vous souhaite à toutes de bonnes vacances et le prochain conseil municipal. Vous n'avez Vous aucun avez droit eu de des dire ça, monsieur le maire. certificats médicaux. J'ai eu un certificat médical que vous avez eu. Non mais Madame que vous Noll, n'avez même pas trouvé dans votre boîte aux lettres de la non mairie. mais Madame Noll, c'est pas à vous que je parlais, c'est à Monsieur Adichan. C'est pas à vous que je parlais, c'est à Monsieur Adichan. Ne vous sentez pas agressé. Oui. Alors, il y a une question sur le live Facebook, comme d'habitude, donc je vais la poser ici. Monsieur Bourdoiseau qui demande quelles sont les actions de Monsieur le maire suite au feu à répétition dans la rue de la Vallée. Ah, alors j'ai reçu beaucoup de courriers, bien évidemment, j'ai envoyé la police à 2-3 fois. Il s'avère que amende il y a eu, maintenant l'amende n'est que de 450 €, peut-être pour certaines personnes c'est pas beaucoup. Donc voilà, il y a eu amende. Et puis si je peux rassurer ces riverains, la DIA est passée et cette maison sera vendue. Donc voilà, je déplore aussi ce genre de geste. Il s'avère que c'est un arrêté préfectoral qui interdit les feux. Et je sais que bon nombre de Mézièrois en font malgré tout. Là, ils étaient quand même très démesurés. Donc je crois que c'est 2 ou 3 fois que la police est intervenue et a mis une amende à la personne concernée. Donc voilà. Je m'en excuse, mais je ne suis pas pompier, je ne peux pas aller l'éteindre moi-même. Merci à tous, je vous souhaite de bonnes vacances. Le prochain conseil municipal sera en septembre. Bonne soirée.